Bonjour à tous et bienvenue sur Autopsie, bienvenue aux gens sur Twitch et bienvenue aux gens sur YouTube. Je m'appelle Nina, je suis psychologue, psychothérapeute systémicienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis pas psychanalyste comme la personne dans la vidéo là qu'on va regarder. Si vous êtes là, j'imagine que c'est pas la première épisode que vous regardez avec nous. Mais pour rappeler, donc, je vais regarder le 5e et 6e épisode de la série En thérapie qui est diffusée sur Arte. Et je vais vous faire mes commentaires de psy en même temps. Donc de nouveau, pour rappel, je ne suis pas psychanalyste, je suis psychothérapeute systémicienne, oui je viens de le dire. Donc c'est juste un autre courant de la psychologie, c'est juste d'autres lunettes, c'est une autre manière de voir les choses. Et moi je trouve ça chouette, je trouve ça complémentaire, je trouve ça intéressant. Petit disclaimer que je fais à chaque fois, on va y arriver les gars, on va y arriver. Il y a 35 épisodes à la première saison. Il y a un moment, il y aura un psychanalyste qui va nous rejoindre. Si vous connaissez un psychanalyste qui a envie de venir partager sur ce stream, qui a envie de discuter, qui a envie de nous expliquer ce que fait le psychanalyste de la série, qui a envie de nous dire s'il est d'accord ou pas, s'il est choqué ou pas, parce que moi je suis quand même souvent choquée, ce serait super chouette qu'il se joigne à nous. C'est une chaîne, autant une chaîne Twitch qu'une chaîne YouTube. Enfin, je veux dire, moi, je suis entièrement ouverte à la critique, à la discussion. Donc, je trouve que c'est les manières différentes de voir les choses qui font qu'on s'enrichit. Donc voilà, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, vous aussi dans le chat, vous n'hésitez pas, vous me dites si vous avez l'impression que je raconte des conneries, si vous avez l'impression que je raconte des bêtises, ou si vous êtes totalement d'accord avec moi aussi, vous pouvez le dire, vous n'êtes pas obligé d'attendre de ne pas être d'accord, hein. Allez, sans plus attendre, on va se lancer parce qu'on a 2 épisodes à faire. Alors, je vais faire 2 vidéos YouTube, hein, un par épisode, parce que sinon ça va faire peur aux gens, une vidéo de 3 heures. Je trouverais que moi, ça me ferait peur, perso. Donc, voilà pour l'épisode 5. Ah oui, dans le chat, dites-moi si le son est bon entre le son de ma voix et le son de l'épisode comme d'hab. Il s'avérait que le son n'était pas bon pendant les premières minutes de la vidéo, donc vous allez m'entendre moi, ça va être intéressant j'espère, et puis vous n'allez pas entendre au début en tout cas les acteurs, etc. Mais ça va être réglé, donc je vais faire un tout petit montage pour que ce soit mieux, mais du coup je vous laisse avec la suite. On est à 1 minute 15 et j'interromps déjà. Oui, j'ai des choses à dire. euh... C'est pas anodin, bien sûr, ce qui vient de se passer. Vous m'entendez bien au niveau son? C'est pas trop, il n'y a pas trop de décalage entre le son de la vidéo et ma voix? Vous me dites, hein, si c'est le cas, on ajuste. La question de la place, c'est une question centrale, pas juste en thérapie. Tout ce qui est central dans nos vies se rejoue amplifié en thérapie. Ça, je pense qu'on peut tous le visualiser, on peut tous l'imaginer. Et la question de la place, c'est une question centrale. Moi, j'ai une prof en particulier qui a énormément travaillé autour de la question de la place. Elle s'appelle Edith Godbetter et je vous ai déjà je vous ai déjà parlé d'elle. Je vous mettrai le lien de son bouquin en description. Et elle nous a toujours dit qu'il fallait laisser les gens s'asseoir d'abord et ensuite commencer le travail autour de ça. Donc, on t'entend bien. Donc, vous entendez moins bien le... Ah oui, ok, j'ai monté le son, merci. Mais donc, d'abord, on laisse les gens s'installer, ensuite, on commence à travailler autour des places. Par exemple, là, si c'est assez visible que c'est la place du psychologue, donc ça déjà, elle supportait pas qu'on ait une place attribuée. Mais il y a vraiment tout un travail qui se met autour de ça, ben tiens, où est-ce que je m'assieds? Qu'est-ce que ça fait quand on s'installe là? Est-ce que je suis confortable? Est-ce que je suis pas confortable? Est-ce que je bouge ma chaise? Est-ce que je bouge pas ma chaise? Et il y a vraiment déjà quelque chose dans l'expérience qui se joue là. Parce que les thérapies systémiques, peut-être plus que les thérapies psychanalytiques, mais je pourrais pas parler pour eux, sont des thérapies, en tout cas il y a autant de thérapies systémiques qu'il y a de thérapeutes systémiciens, d'accord? Donc je peux parler évidemment que pour ma manière de voir les choses et pour ce que j'ai capté de mes formations, mais c'est des thérapies expérientielles
expérientiel en fait, c'est-à-dire qu'on va vivre des choses différentes, autant dans son esprit que dans son corps, que dans ses émotions, que dans son mental, et c'est ça qui va être magnifique, c'est qu'on va pouvoir vivre des choses différentes. Je pense sincèrement que la psychanalyse a aussi ça comme essence, parce que c'est l'essence de la thérapie, quelque part. Enfin, on pourrait disserter dessus. Euh, et donc la question de la place, là, ben, moi je suis convaincue que, donc ici ça doit être sa superviseuse, mais on en reparlera quand ce sera peut-être plus clair. Euh, je suis convaincue qu'ils ont tous les deux, ils ont tous les deux tilté. Ça reste pas comme ça, c'est pas genre, oh t'as pris ma chaise, ah bah je te la rends et voilà. Elle l'a en tête déjà, lui aussi quelque part, parce que bah il est aussi formé à former des hypothèses. Et c'est très intéressant la manière dont ils amènent ça. Ils s'étaient déjà trompés d'étage. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la place qui se joue. Il y a quelque chose de l'ordre de la relation qui se joue avec elle aussi. Et toi, tu es sublime. On sait que c'est faux, hein, mais on s'en lasse pas. Jusqu'au bout, on voudra plaire. C'est vraiment étrange de se retrouver ici. Tu as encore des patients? Non, j'en suis presque plus. C'est devenu ma cellule monacale. Dans l'appartement, c'est plein de souvenirs. Alors ici, je fais le vide, je médite. J'essaye d'écrire. Tu veux un thé? Ça va, je te remercie. Des biscuits bio, sans sucre et sans gluten? Des biscuits uniquement délivrés sur ordonnance? Fais pas ta maline, moi aussi je suis au régime. Moi aussi j'ai vieilli. Qu'est-ce que tu essaies d'écrire ici dans ta cellule? Oh, si je savais, je prends des notes, j'essaie de réfléchir à ce que j'ai appris. Enfin, ça n'a pas vraiment de forme pour l'instant. Ça doit pas être facile, surtout depuis la disparition de Gaëtan. Faut que je te dise que, malgré nos conflits, et même si ça a pris parfois une forme très critique de ma part, Gaëtan reste pour moi un praticien hors du commun, un théoricien remarquable et évidemment un homme qui a beaucoup compté dans ma vie. Ça fait du bien de l'entendre. J'ai cru que j'arriverais jamais à m'y faire, à son absence. Avec le temps, tout devient plus lent, même l'oubli. Ça finit quand même par venir. Mais je suis pas sûre d'aimer ça. L'idée qu'on arrive à survivre à l'homme avec qui on a passé 40 ans de sa vie. Et toi, comment tu vas? Alors, au-delà de ce qui se joue entre deux, là, je sais pas si vous sentez, moi je sens une forme de tension entre tous les deux. Comme si... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Comme s'ils se jaugeaient un peu. Mais de nouveau, je pense que la question de la place va être centrale ici parce que c'est un peu... Ouais, je sais pas, comment est-ce qu'on peut dire ça? Je sens un truc... C'est pas une lutte, genre un combat, mais il y a un truc de je t'évalue, je te jauge, je vois, et qu'est-ce que tu me veux, qu'est-ce que je veux, parce que ce qui est étonnant, c'est que le docteur là, Dayan, j'oublie toujours, je sais pas, j'arrive pas à imprimer son nom, euh, il prend une position assez particulière vis-à-vis d'elle, je trouve, genre, et qu'est-ce que t'écris ici? Enfin, il y a un truc un peu, on sent une espèce de paradoxe, il y a une teinte un peu particulière, et on parle alors aussi de la personne qui a disparu, qui pour le moment prend toute la place, parce qu'elle n'a pas tellement disparu. Et il y a la question là de... En fait, elle aborde, je trouve, le sujet de la loyauté vis-à-vis de la personne qu'elle a perdue. C'est-à-dire comment est-ce que je peux continuer à moi être du côté de la vie quand la personne avec qui j'ai partagé ma vie n'est plus là. Il y a quelque chose, je trouve, de l'ordre de s'autoriser, de l'ordre de comment j'existe sans lui, comment est-ce que je peux continuer à... D'ailleurs, elle consulte presque plus, donc professionnellement, peut-être qu'elle s'efface, qu'elle existe de moins en moins, je sais pas, elle est plus dans son appartement, enfin, elle y passe le moins de temps possible. Je trouve que il y a quelque chose, ouais, autour d'exister, de la place et de la loyauté, en tout cas, elle vis-à-vis de son... J'imagine que ça doit être son compagnon, son ancien compagnon qui est décédé. Je sais pas si vous sentez tout ça.
Écoute, moi ça va plutôt pas mal. J'ai de l'arthrite et du cholestérol, d'où l'origine. Et je suis en crise. Mais bon, ni plus ni moins qu'il y a 10 ans. En réalité, je vais de crise en crise. Mais comme c'est jamais la même crise, chaque fois je me laisse surprendre. Et comment va Charlotte? Bien. Elle a enfin eu son poste de professeur des universités, donc je l'appelle plus que comme ça, professeur Dayan. Elle enseigne sur Paris? Ah non, ce serait beaucoup trop simple. Elle est toujours sur Strasbourg, elle fait des allers-retours, mais elle dort qu'un soir par semaine là-bas. Donc c'est le soir où je fais des boulettes aux enfants, où je me transforme en mère juive. Et les enfants? Les enfants, Emmanuel, il a 20 ans, 1m90, c'est plus tout à fait un enfant. Il est à Édimbourg, il fait une maîtrise de droit public, option droit européen. Je sais pas comment on a fait pour avoir un fils futur président de la Commission de Bruxelles. Et puis notre chère Lisa, que te dire de Lisa? Être Lisa lui prend toute son énergie, ça n'a pas changé. Quel âge a-t-elle maintenant? Elle a eu 17 ans le mois dernier. Ça passe vite, hein. Je pense que tu la reconnaîtrais sans hésiter dans la rue. Elle a toujours la même petite bouille, toujours les mêmes questions sur le monde, jamais résolues. Et bien sûr, maintenant, il y a Adam. Adam? Adam, ouais. Il a 11 ans. Lui, tu l'as pas connu. Il est né quelque temps après qu'on ait cessé de se voir. Oui, tu peux dire l'année suivante. En somme, c'est un peu l'enfant de ta nouvelle vie. Si tu veux. Une crise existentielle tous les 10 ans, un enfant dans la foulée. Il manquerait plus que j'en refasse un là, maintenant, pour la crise de la cinquantaine. Si je t'ai appelé hier soir, c'est que... En fait, je suis fatigué, Esther. J'ai plus l'appétit, j'ai plus le désir. Je supporte plus les gens, ni le monde comme ils tournent. Je sais pas, c'est peut-être le vieux conisme qui est en train de me frapper. Et surtout, mes patients, j'ai l'impression de plus avoir la patience avec eux. Je crois que j'arrive plus à les supporter. S'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Tous en bloc. C'est la phrase typique de si vous saviez tout ce qui passe par la tête de votre psy, vous partiriez en courant. Je l'ai déjà entendu plein de fois. Du coup, je me suis posé la question en thérapie. À certains moments, je me suis dit, tiens, est-ce que là, mon patient partirait en courant? Pour le moment, ça m'est jamais arrivé, mais je trouve ça toujours très drôle. On verra, hein. Moi je suis au début de ma carrière, je connais pas la fatigue dont il est en train de parler là. Je connais ce que c'est que de travailler quand on est fatigué ou quand on est en burn-out ou quand on a des trucs personnels tellement prenants qu'on a du mal à être complètement présent dans la séance et où il faut travailler là-dessus. Mais là, il aborde quelque chose que, en tout cas personnellement, je connais pas, mais qui est très intéressant, qui est, ce que j'entends, c'est quel sens ça a encore d'être là, parce qu'en fait, alors, il dit je vais de crise en crise. Là oui, la vie c'est ça, c'est aller de crise en crise, dans le sens où on a le cycle de vie, hein, on est petit, on est enfant, puis donc on est avec nos parents, puis on grandit, on est à l'adolescence, là ça crée une crise parce qu'il y a les places justement qui sont à redéfinir, les fonctions de chacun dans la famille, les rôles, puis on grandit, on part de la maison, là il y a aussi une crise. En fait, la crise, c'est quelque chose qui demande une adaptation. La vie, c'est une suite de crises. Alors j'espère quand même avec des moments un peu d'équilibre ou de stabilité. Les deux mots ne veulent pas dire exactement la même chose, mais où on peut quand même profiter et s'épanouir. Mais la crise en tant que telle, c'est quelque chose qui demande une adaptation. Alors je vais parler en termes de famille. Il y a des familles, il y a des systèmes, il y a des couples, ça peut apparaître n'importe où, même dans un système au travail. Il y a des familles qui arrivent à mettre en place, à utiliser, à mobiliser leurs ressources pour sortir de ces crises, je vais dire, pour sortir de la crise en étant plus juste par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs envies à chacun, à leur position, leur place chacun les uns vis-à-vis des autres et dans le système, dans la famille. Et puis il y a des familles qui ont plus de mal à mobiliser leurs ressources, qui ont plus de mal à s'adapter à ce qui se passe de nouveau, comme par exemple l'arrivée d'un enfant ou
ou le décès de quelqu'un, ou le départ de l'enfant de la maison, ou le mariage, ou... On peut imaginer plein. Voilà, enfin, je fais confiance à votre imagination pour trouver des situations. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va se rigidifier, en fait. Alors, ça peut se rigidifier dans un sens hyper... on a du mal à bouger de ce que la crise demande de changer. Donc, imaginons un cas très caricatural. J'insiste sur le mot caricatural. Hein. Donc, c'est beaucoup plus subtil que ça, dans la réalité. Mais la caricature de l'enfant qui grandit, qui commence à arriver à l'adolescence, qui est dans une demande d'autonomie, les parents qui ont du mal, et là, ça va se rigidifier, et l'enfant, quand vous allez le voir, quand vous allez, enfin l'adolescent, quand vous allez le voir, etc., vous allez avoir l'impression que vous êtes face à toujours un enfant. Parfois, ça se voit même physiquement, parfois c'est dans le comportement des parents, qui vont pas le laisser sortir, qui vont toujours le faire se coucher à 8 heures, comme quand il était petit, qui vont... parfois, ça va être dans le... Enfin, donc, vous voyez, ça c'est l'arrêt dans le temps, donc ça peut aller dans ce sens-là. Et parfois, ça peut être dans l'autre sens. Alors, c'est un spectre, enfin, il y a tout un éventail de choses possibles entre les deux extrêmes, alors je lâche complètement et puis tu vas faire ta vie et tu reviens plus jamais. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si c'est pas très clair ce que je dis. Si vous posez pas les questions, je considère que c'est assez clair pour avancer. Mais donc oui, on va de crise en crise dans nos vies, mais parce que on va de choses à s'adapter en choses à s'adapter, dans le sens où s'il n'y avait pas... on peut pas juste rester dans un seul espace-temps, quoi. C'est juste pas possible. Le truc, il continue à vivre autour de nous, et si on lutte, on va se rigidifier, et si on arrive à mobiliser les ressources, ça va juste être mieux, parce que ce sera plus aligné, parce que ce sera plus anachronique. Voilà. Donc là, apparemment, il est dans une crise par rapport à sa vie professionnelle, en tout cas. Mais de ce qu'on avait vu dans un épisode précédent, c'est pas juste sa vie professionnelle. Après, si les humains arrivaient comme s'il fallait, si les humains vivaient les choses séparément en fonction des catégories de leur vie, ça se saurait. Non, évidemment, c'est un tableau, il y a peut-être des plans différents, mais c'est une seule et même toile, donc c'est normal, c'est logique que ça ait des répercussions, même si c'est pas nécessairement là où ça va se jouer de manière centrale, quoi. Quand tu m'as appelé hier soir, par exemple, il s'était passé quelque chose de particulier? Je venais de recevoir un couple. Tu reçois des couples maintenant? Non, enfin, je rends service. Je fais pas de thérapie de couple, si c'est ce que tu veux savoir. Tu te souviens de ce que disait Gaël? C'est quoi ça? C'est genre, je fais pas de thérapie de couple, je rends service. Genre... À partir du moment où tu es dans un cadre où tu es thérapeute, tu fais de la thérapie, que ce soit en croisant ton patient dans le couloir ou en étant dans ton local, mais si tu portes ta casquette de thérapeute, tu es dans quelque chose de thérapeutique. Tu peux pas y échapper, en fait, c'est au-delà de toi. Donc, rendre service, là, dans ce cadre-là, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? En plus, franchement, pour avoir vu l'épisode précédent, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, allez regarder ma vidéo réaction dessus, c'était catastrophique. Donc rendre service, en fait non, hein, ça rend service à personne, surtout pas au couple en particulier. Alors, je me demande bien à qui vous voulez rendre service, c'est-à-dire qui est le demandeur, du coup, mais ça n'a pas marché. Et temps là-dessus? On n'est pas là pour faire le service après-vente de monsieur le curé. Comme si on savait pas que ça coince toujours entre un homme et une femme. Comme si c'était pas autour de ça que la terre tourne, la vieille querelle, quoi. C'est fou, tu parles comme lui. Bref, j'ai accepté de les recevoir en urgence parce qu'elle est enceinte. Juste une petite... Ça coince toujours entre un homme et une femme, c'est sa croyance à lui. Ça fait partie de sa construction du monde, c'est pas nécessairement vrai. C'est une croyance. Donc
Ça, c'est super important quand on rencontre des systèmes, que ce soit des familles, des couples, enfin, plus que ça, au-delà de ça, il y a plein d'autres systèmes aussi. Quand on rencontre des gens, même en individuel, qui nous parlent de leur vie, on doit vraiment essayer au maximum, c'est toute une gymnastique, mais de d'ouvrir notre esprit, c'est-à-dire ne pas être neutre, on ne peut pas être neutre, on est humain, on ne peut pas être neutre, mais d'être avec un esprit très ouvert à tout ce qui est possible, et c'est possible d'avoir des couples où c'est pas nécessairement galère au quotidien, ou en tout cas comme il l'exprimait là. Donc c'est intéressant, il rentre dans une thérapie de couple, ce qu'il fait jamais, avec cette croyance-là. Donc moi je me dis, ça, quelque part ça doit teinter la manière dont il va faire la thérapie de couple aussi. Sainte et qu'elle ne sait pas si elle veut garder l'enfant. Mais fort probablement, tu t'en doutes, son vrai problème, c'est qu'elle ne sait pas si elle veut garder son mari. Moi, je trouve que le vrai problème ici, c'est qu'on ne sait pas ce que lui est venu faire auprès de cette dame. C'est-à-dire que si... Donc, moi, j'avais cru comprendre que c'était sa superviseuse. Ça a l'air beaucoup plus flou que ça. Mais peut-être que je me trompe. Un superviseur, c'est quoi? Alors, c'est pas la même définition en France qu'en Belgique, mais je vais essayer de définir un peu. En France, en fait, on a des catégories très précises par rapport à qu'est-ce que c'est l'analyse de pratique, qu'est-ce que c'est l'étude de cas, qu'est-ce que c'est la supervision, etc. En Belgique, on a tendance à tout mettre dans le même, sous le même nom, même si on a des espaces différents pour faire les différentes choses quand même. Mais en gros, ce que moi je croyais que ça allait être ici, c'est un thérapeute qui se trouve bloqué dans avec un patient dans une thérapie, qui va chez un autre thérapeute pour travailler de manière à débloquer la situation. Donc très classiquement, c'est ça, une supervision. Et ça peut... Et on va, en fonction de là où on va être plus proche de... Le superviseur va se permettre d'aller un peu plus loin dans qu'est-ce qui fait que ça bloque de la vie personnelle et de la vie intérieure plutôt du thérapeute qui demande, où il va s'en éloigner un petit peu. Donc ça, c'est vraiment une question de cadre. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je vous dis là. Peu importe au fond, parce que ici, moi, je pense que il vient demander des conseils, ou en tout cas se faire aider. Je vais plutôt dire ça comme ça. Il vient se faire aider par rapport à cette situation. Mais il vient pas en étant clair. Ils sont encore très flous. Il vient pas en disant, voilà, j'ai vu un couple, j'aurais besoin d'en parler, je me sens bloquée, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, machin, bazar. Non, il est là, comment ça va ta vie, machin, on comprend pas ce qu'il fout là. Et maintenant, il commence à parler du contexte alors qu'il n'a toujours pas posé la question. Et donc, oui, il y a une question d'avortement, mais ce serait plus intéressant peut-être de d'abord savoir quelle est sa demande à lui, et pourquoi il vient, en fait. Parce que comme ça, elle pourrait se mettre son indicateur dans sa tête pour pouvoir l'aider au mieux. Enfin, ça n'a pas l'air aussi évident. Lui, il l'a parfaitement compris. Pour une fois qu'il comprend sa femme, ça le met dans tous ses états. Je vois tout ça, mais si tu savais comme ça me fatigue. Alors hier, il s'en est pris à moi, c'était tellement attendu. Comme il doit se rassurer sur sa virilité, il a voulu me coincer. Il m'a sommé de leur donner une réponse de manière excessivement agressive. Moi, je trouve pas que c'est parce qu'il voulait quoi que ce soit par rapport à sa virilité qu'il l'a remis à sa place. Il l'a remis à sa place parce qu'il foutait rien. Il l'a remis à sa place parce qu'il faisait pas son job. Ça n'a rien à voir avec une question de virilité, excuse-moi. Déjà, c'est quoi, Pardon, mais c'est la féministe en moi qui se réveille. C'est quoi cette manière patriarcale de voir les choses, cette manière binaire, enfin, pourquoi tu remets... Enfin, Ok, je vais m'énerver moi. Oui, si c'est une question d'énergie masculine et féminine, d'accord. Ça a l'air d'être plus quelque chose de l'ordre de la personnalité quand il en parle ici, ce qui me dérange. Pour moi, si le patient, à un moment, l'a mis au pied du mur, c'est parce qu'il faisait pas son job. C'était pas parce qu'il devait redevenir... remontrer que c'était lui le chef. J'ai vraiment pas senti ça comme ça. C'est intéressant que lui mette ça là-dessus.
Parce que peut-être que ça parle de ses difficultés à être dans de la virilité en ce moment. Sive. Il a quand même commencé en disant qu'ils sont des vachement vieux. Hein. Donc, il y a peut-être un lien. Et au lieu d'interpréter ça et de m'en servir, tout d'un coup, crois-moi ou pas, ça m'a submergé, j'en pouvais plus. Voilà, je suis rentré dans son jeu. Je leur ai dit, allez-y, avortez. Merde. Je l'ai regretté aussitôt. Mais on peut pas rattraper la flèche une fois qu'elle est lancée. Si on peut rattraper la flèche une fois qu'elle est lancée, petit disclaimer, il aurait très bien pu dire « Monsieur Machin, je suis vraiment désolée, j'ai dépassé les bornes, ce n'était pas ma place de vous dire ça. Et je voudrais qu'on prenne le temps de discuter de ce qui s'est passé là en fait. Parce que je crois qu'au-delà de vous et moi, il y a quelque chose qui s'est joué, qui parle de la situation. Et je crois qu'en fait, on gagnerait vraiment à essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et pour sortir de la lutte du bras de fer, je vous l'ai dit tout au long du dernier épisode, mais de se lever, de bouger, d'arrêter d'être dans les mots et de vivre les choses, de faire quelque chose, d'être dans le mouvement et de faire une expérience de quelque chose de différent. Donc si, il pouvait très bien rattraper. Tout à fait, c'était faisable. Il l'a pas fait, ça parle de lui. C'est pas une erreur, enfin c'est pas, comment dire, il a pas mal fait son job. Comme il l'a dit, il est rentré dans quelque chose, il a été pris dans quelque chose. Et ce qui est très professionnel de sa part, c'est qu'il va en parler avec quelqu'un d'autre. Et il a peut-être pas pu rattraper sur le moment parce qu'il était trop pris dedans, mais j'espère qu'à la fin de cette séance de supervision, il pourra rattraper dans une deuxième séance, enfin dans la séance suivante, ou par téléphone ou quoi. Et puis, de toute façon, au-delà de ça, s'il n'a jamais l'occasion de rattraper, entre guillemets, quelque part, c'est la responsabilité de chacun. S'il téléphone au patient et que le patient ne veut plus lui entendre parler de lui, il a tout à fait le droit de ne plus avoir envie de lui parler. Donc, mais il aura fait son travail jusqu'au bout. Donc c'est super important. Je ne suis pas du tout en train de pointer, en train de critiquer, en train de dire qu'il a mal fait ou quoi. Mais c'est pour vous souligner les croyances limitantes dans lesquelles il est, avec quoi il était, et comme il l'a très bien dit, dans quoi il a été pris. Je vous renvoie vraiment, parce que je ne vais pas refaire toute la vidéo précédente, mais je vous renvoie vraiment à la vidéo sur l'épisode du couple, parce qu'il a été complètement pris dedans. Et alors, comment il l'a pris? C'est lui qui m'a transpercé pour finir. Il m'a traité d'assassin. Et ça t'a touché? Beaucoup plus que ça n'aurait dû. Qu'est-ce qui te vient là-dessus? Ça veut dire quoi, beaucoup plus que ça n'aurait dû? Genre, les thérapeutes, ils peuvent être touchés à autant de pourcents, ils peuvent pas être touchés plus que autant de pourcents. On est des humains, les gars, on n'est pas des robots, hein. On peut être touché. Si moi, je suis prise dans quelque chose et que, avec un système, enfin un couple ou une famille, ou même un patient individuel, et que je dis quelque chose que je pense pas juste parce que j'ai été prise dedans, et que je dis un truc mais qui est pas du tout aligné ni avec ce que je pense, ni avec ce que je vis, ni avec ce que je crois, enfin rien du tout, et que le patient me renvoie un truc comme vous êtes un assassin, bien sûr que je vais être touchée, enfin évidemment que je vais être touchée. Mon but c'est pas de pas être touchée, mais en même temps c'est génial que je sois touchée parce que c'est ça que je vais utiliser pour pouvoir travailler. C'est genre oh ah ouais putain ouf. Eh ben ça, ce que je vis là à l'intérieur, je peux l'utiliser, je peux le mettre au service de la thérapie. Parce que c'est génial que je sois pas un robot. Et on dit souvent chez les psys, on est notre premier outil. Et c'est ça en fait, être son premier outil. C'est utiliser ce que je vis et comment je suis touchée. Et à quel point je suis touchée. Donc, plus que ça l'aurait dû, je sais pas ce que ça veut dire. Pas besoin d'aller chercher très loin les associations, hein. Je suis comme tout le monde. Les attentats m'ont touché très vivement. C'était à 200 mètres de chez nous, tu dois le savoir. Et bien sûr, j'ai immédiatement pensé à vous. Philippe ne prend pas cet air peiné que je connais très bien. J'ai toujours de longues antennes, tu sais. J'ai texté Marine Duruel dès le lendemain, elle m'a donné des nouvelles de vous. Si tu me crois pas, tu peux vérifier. Mais en attendant, continue. Tu me parlais des attentats. Ça a fait bouger. Pourquoi il va chez
Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il va chez quelqu'un chez qui il n'a pas l'air d'avoir complètement... avec qui la relation est complexe, avec qui la relation de confiance est apparemment à recréer, ou à reconstruire, ou à soigner, pour parler de choses aussi dures. Il y a quand même quelque chose qui se joue là, ça me questionne très fort. J'ai quelque chose de profond, je suis dans l'effroi. L'ordre des choses a été profondément ébranlé, le monde tout entier me semble étrange. Ah, l'inquiétante étrangeté. Et ce mari humilié qui te traite d'assassin. Tu sais, juste après les attentats, la nuit suivante, j'ai rêvé d'une grande boucherie de banlieue dans les cités. Une sorte de hall ouvert à tout vent, avec ces types barbus, en longue blouse blanche, là, en train de découper des montagnes de viande en tout petits morceaux avec des grands couteaux. Et le plus perturbant, c'est que cette scène vient de mon enfance, à la boucherie cachère où ma grand-mère se servait rue de Lille, près du Méla à Rabat. Il y avait toujours dans la boutique ce commis en blouse blanche, tout maigre, avec sa barbe et ses lunettes à triple foyer, en train de hacher de la viande. Et les autres? Tu m'as parlé que de ce couple. Pourquoi elle l'interrompt? Genre, pourquoi elle le laisse pas... Enfin, ils sont psychanalystes, leur job c'est de faire des associations, c'est comme ça qu'ils travaillent, de ce que j'ai compris. Si c'est pas ça, dites-le en commentaire, s'il vous plaît, c'est que j'ai rien compris à la psychanalyse. Mais pourquoi elle l'interrompt? Il est en train de faire des associations, c'est exactement ce qu'il cherche. En fait, j'avais un prof qui était psychanalyste d'ailleurs, Philippe Fouchet, qui disait, et qui nous a bien expliqué, bien mis dans la tête, que le patient est toujours en train de parler de lui. Genre, il arrive et en séance, il vous parle pendant une demi-heure du dernier film de cow-boy qu'il a vu. Bah, en fait, il est en train de parler de lui et c'est à toi de faire ton job, de comprendre. Alors, tu peux lui poser des questions, tu peux faire des liens, c'est son travail. C'est à toi de comprendre en quoi il est en train de parler de lui, mais là, il est en train de t'expliquer l'essence de ce qui fait qu'il est mal en ce moment. Il t'a parlé de sa grand-mère, il t'a parlé de son cauchemar. De nouveau, les psychanalystes, ils sont forts dans l'analyse des rêves. C'est pas du tout quelque chose que je sais faire. Mais c'est pas un peu genre la matière sur laquelle elle est censée se baser pour faire son job? Je comprends pas du tout pourquoi elle l'interrompt. Est-ce qu'elle l'interrompt parce qu'ils sont toujours dans ces dynamiques de lutte, de pouvoir, de... C'est pas très clair. Je sais pas si ça vous étonne, vous, de votre côté, mais... Ça m'a... Que veux-tu que je te dise? Je m'en veux parce que je finis par les trouver tous prévisibles. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Il y a cette jeune femme chirurgienne là, qui fait un transfert amoureux sur moi assez carabiné, je dois dire. Et puis il y a ce flic, gros dossier. Là, c'est pendant sa séance que j'ai compris à quel point j'étais pris moi-même, encore sous le choc de cette nuit. Qu'il est dans les forces spéciales. Le pauvre, il est rentré au Bataclan. Alors, pour le coup, les assassins, il les a vus de très près. Ça l'a secoué. Il n'est pas équipé pour faire face à ça. Il se débat avec tellement peu de moyens qu'il a des symptômes post-traumatiques évidents et il veut rien savoir. J'ai envie de les prendre, là, de les secouer, de leur dire, mais réveillez-vous, tu vois. Ah oui, d'accord, on en est là. Esther, te méprends pas, tu sais que je suis... Mais ça veut dire quoi? On en est là? Genre, il y a des stades... Genre, ah ouais, tu es déjà à ce stade, vraiment... c'est que ça va très très mal. Moi aussi, il y a des patients, j'ai envie de leur dire réveillez-vous. Enfin, mais j'ai pas l'impression d'être à un stade ou quoi. De nouveau, je vais l'utiliser pour... je vais me dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis ça? Enfin, ça me ressemble pas. C'est pas une émotion que j'ai l'habitude de ressentir au boulot. Qu'est-ce qui se joue? Et je vais travailler ça avec eux ou avec un superviseur. Mais vous voyez, elle le regarde comme ça, elle est pas bien, elle est pas à l'aise. Et quelque part, je comprends, parce qu'il vient, il n'exprime pas sa demande, on la devine plus ou moins. Apparemment, ils s'entendaient pas. Et là, j'ai l'impression qu'elle le tacle. Genre, elle le tacle. C'est pas sympa, enfin, c'est pas sympa. Non, au-delà de c'est pas sympa, c'est pas très pro. Je suis un peu scotchée. Hein, Il est un praticien consciencieux.
Je fais le travail. Je sais comment venir à leur secours. J'ai du métier, comme on dit. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'usure. Je perds l'incarnation. Est-ce que tu te souviens des présentations de malades qu'on faisait à l'hôpital Saint-Sébastien avec Gaëtan? Ben, ça me manque. Être là, devant les analystes en formation, à mener un entretien avec une anorexique, un paranoïaque ou une mélancolique, je sentais l'assistance. Je sentais qu'en nous regardant faire, ils comprenaient ce qu'était le travail thérapeutique. Ça me rassurait, je pense. J'ai besoin d'être rassuré. C'est humain, non? J'ai besoin qu'on me rappelle de temps en temps que ce que je fais a un sens et que je le fais bien. Philippe, pourquoi tu n'es pas venu à son enterrement? Quand tu es parti, tu étais en colère. Donc en fait, ils sont en train de régler des dettes. Ils sont pas du tout en train de faire du travail de supervision. Détendez-vous tout le monde, c'est pas de la supervision. Ils règlent des dettes. Non? Si. Hein. Vous êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui. Hein. Je vous attends en commentaire du coup, parce que j'ai besoin de répondants. En colère, un peu comme je te sens maintenant. Tu es parti en colère, tu reviens en colère. Qu'est-ce que c'est que cette colère? D'où vient-elle? Au point de ne pas venir à l'enterrement de Gaëtan, ni même de lui passer un coup de fil à la fin. Il a attendu jusqu'au dernier jour. C'est pas Esther, je m'en veux. J'ai hésité. J'ai failli venir aux funérailles jusqu'au dernier moment. J'ai même sauté dans un taxi pour être là. Puis sur le chemin de Sainte-Geneviève, on est passé devant le Panthéon. J'ai dit au taxi de faire demi-tour, je pouvais pas. Évidemment que c'est une affaire filiale, entre Gaëtan et moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous deux, on en était abordé ça lors de tes séances de contrôle. Des séances de contrôle? C'est quoi des séances de contrôle? C'est affreux comme nom. Déjà, supervision, c'est très moyen comme nom, mais contrôle. Vous entendez comme c'est une question de place. Il se sentait pas à sa place. Enfin, moi, c'est comme ça que je le traduis. Il se sentait pas à sa place à l'enterrement du fameux Gaëtan. Il a vu le Panthéon. Qu'est-ce que ça a bien pu réveiller chez lui? Et il y a une question de filiation. On peut deviner qu'il est devenu psychanalyste en faisant sa psychanalyse comment ça s'appelle? De formation. Je ne sais même pas si ça s'appelle une psychanalyse de formation. Dites-moi si je me trompe. Peut-être chez Gaëtan, mais... À l'époque, tu t'en souviens pas? Non. Tu me parlais de ton père. Quand j'ai eu ton appel hier, j'ai immédiatement pensé qu'il s'était passé quelque chose dans ta famille. Je m'attendais à ce que tu me parles de ça. Ah bon? Philippe, quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Tu penses que je suis venu consulter? En étant... Bah, elle pense... Tu lui as rien dit, donc oui, elle se fait des idées. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Quand on vient consulter, c'est... Je vais juste réécouter la phrase. Ah bon? Philippe, quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. C'est super intéressant, ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? De toute façon, si on ne veut pas le dire, on n'est pas tenu de le dire, mais c'est intéressant. Tu penses que je suis venu consulter? On est en séance, là, à ton avis? Non? Je sais pas, je suis venu parler. Bah, tu étais en analyse avec moi pendant 10 ans. En contrôle. Ah oui, énorme différence. Alors on fait quoi ici, tous les deux? Alors oui, une énorme différence. Même si je sais pas c'est quoi une analyse de contrôle, clairement, il doit y avoir une énorme différence. Et donc il revient chez son analyste et il était ami avec... Il était super ami avec la femme, avec le mari de son analyste. Comprend que dalle. Vous comprenez quelque chose? Ces histoires de place, elles sont bien emmêlées. Hein. C'est vrai que on s'engueule beaucoup, Charlotte et moi, depuis quelque temps. À quel propos? Bon, tu sais bien. Comme dans la vidéo... Je suis désolée, là, je m'épose tout le temps, mais il se passe plein de trucs. Comme dans la vidéo sur le couple de l'épisode précédent, le propos de la dispute en soi, le contenu en tant que tel est très peu pertinent, mais peu
peut-être qu'il y a quelque chose de pertinent ici en particulier. En gros, il y a 2 sujets. Mon travail. Elle dit que je consacre trop de temps à mes patients, que même quand je suis à la maison, je suis pas vraiment là. Alors, je lui demande de s'interroger. Là, elle explose. Elle m'accuse de la traiter comme une patiente. Même quand il est là, il n'est pas là, c'est pas une question de patience, c'est pas parce qu'il voit trop de patients. Par contre, c'est intéressant, de nouveau, il est là, mais il n'est pas là. Je reviens tout le temps avec la question de la place, mais... Elle me dit que je me protège derrière mon masque de psy pour pas m'impliquer dans ma vie d'homme. À t'entendre, je trouve qu'elle est restée très combative. Ça t'amuse, toi? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Oui, j'ai de la distance par rapport aux choses, aux affects, aux rapports humains. C'est mon métier d'aider les gens à comprendre ce qui les fait agir inconsciemment. J'y peux rien si ça rejaillit sur ma perception des affects de mon épouse. Le fait de comprendre et d'essayer en tout cas de mettre du sens, parce que comprendre, on ne comprendra jamais, mais le fait d'essayer de mettre du sens sur les comportements des gens, avec les gens, d'ailleurs, on ne fait pas ça tout seul. Qui est-ce qu'on est, nous, pour mettre du sens sur le comportement d'autres personnes, mais on les accompagne là-dedans. C'est pas censé nous rendre distants. À la limite, au contraire, parce qu'on fait un tel travail d'introspection de 8h du matin à 8h du soir pour les plus courageux, en utilisant à chaque fois ce qu'on vit, en utilisant ce qu'on ressent, etc., qu'on devient au contraire, je trouve, plus juste dans nos sensations et pas plus distant de nos sensations. De nouveau, j'ai pas autant d'années de carrière que lui, j'espère que ce sera pas comme ça que ça se terminera pour moi. Mais donc pour moi, là, il justifie, et comme dirait une coach que j'aime beaucoup, je pense que sa justification, c'est un peu du bullshit. Genre, c'est des explications pour essayer d'un peu masquer ce qui est le fond de sa difficulté là, c'est que il a du mal à trouver du sens à son travail. Enfin, le fond, pour le moment, qui nous montre un petit peu. Donc peut-être il y a encore autre chose derrière, mais... C'est pas grave de se faire des excuses, il n'y a pas de souci, il faut juste un peu réaliser que c'est des excuses. D'ailleurs, moi j'ai connu je connais, j'ai pas juste connu, mais des thérapeutes qui avaient certainement autant d'années de carrière que lui, voire plus, et qui sont absolument passionnés et tout à fait touchés encore des situations qu'ils rencontrent. Donc je pense que c'est du bullshit. Mais c'est intéressant. Je vois bien qu'elle est jalouse de mes patients comme elle serait jalouse d'une maîtresse. Et l'autre motif, tu m'as dit qu'il y en avait 2. Adam. On a un énorme conflit autour d'Adam. Adam est un jeune garçon très vif et très intelligent. Il est à l'âge où il a besoin d'autonomie, où il a besoin de commencer à voler de ses propres ailes. Mais c'est le petit garçon de sa mère. Alors c'est un classique, évidemment, dans les familles. Mais alors à quel point Charlotte est prise là-dedans, ça me sidère. Elle ne peut pas le laisser grandir, donc elle projette énormément de ses inquiétudes sur lui. Ils ont un problème de séparation. Heureusement, elle n'est pas toute seule, tu es là. Mais tu sais bien que c'est fatal dans ce genre de situation. Elle a aussi un énorme problème à me laisser une place là-dedans. Il est prisonnier lui aussi de cette relation exclusive et il en souffre. Alors évidemment, comme tous les garçons qui se débattent contre l'angoisse de la toute-puissance de la mère phallique... Vous réalisez à quel point il n'arrête pas de faire des généralités. Comme tout garçon, comme tout psychologue, psychothérapeute, comme toute mère... Comme tout, il n'arrête pas de faire des généralités. Oui, mais toi, en tant que Philippe, papa, en tant que Philippe, mari, en tant que Philippe, thérapeute, qu'est-ce que toi, tu vis? Parce que si on ne travaille que sur des généralités, on va pas pouvoir t'aider. Qu'est-ce que toi, tu vis là? Alors, je peux comprendre que sa femme lui renvoie des trucs du genre tu nous analyses, parce que ça a l'air d'être... Pour reprendre des termes de psychanalyse, justement, ça a l'air d'être un mécanisme de défense qu'il utilise pour le moment, d'intellectualiser, pour essayer de prendre de la distance par rapport à ce qu'il vit, de cette crise dont il nous a parlé au début. Il a développé des moyens de protection, il a surinvesti l'intellect. Je comprends Charlotte, si tu la traites de mère phallique, ça doit pas lui faire très plaisir. Quand il avait 8 ans, elle était persuadée qu'il était surdoué parce qu'il avait un niveau de 3e en maths. Mais j'ai refusé qu'on le fasse tester. Alors maintenant, elle voudrait qu'on le mette dans le privé pour pas qu'il se fasse brimer par ses camarades, soi-disant parce qu'il est différent. C'est comme ça qu'on a flingué la société française. Les surdoués d'un côté, les agités de l'autre, les riches, les pauvres.
Et tout le monde finit sous médicaments. Puis, évidemment, ça se termine dans un bain de sang. Tu es vraiment très, très en colère contre tout le monde. Tes patients, ta femme, les écoles privées. J'ai des raisons, non? Je suis resté trop longtemps coupé de la réalité, sans me rendre compte que le monde allait mal et le réveil, il est brutal. C'est ce soir-là que je l'ai compris. Ce soir-là, on devait sortir avec Charlotte. Si ça se trouve, on serait retrouvés dans le chaos. Mais juste avant, on a eu une énorme dispute. C'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle avait contacté un collège privé du quartier, une école catholique en plus, t'imagines? La discussion a pris une telle tournure qu'on a annulé la babysitter. Charlotte a fini par partir pleurer dans sa chambre. Moi, j'ai arrondi les angles avec Adam comme j'ai pu, et je me suis réfugié dans mon bureau. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai bu. De l'eau gazeuse? D'Armagnac, en lisant des sonnets de Shakespeare, jusqu'à ce que je sois complètement ivre et que je m'endorme sur mon canapé. Voilà. Ouais, on n'a pas les mêmes délires quand on est triste, ça c'est sûr. Mais donc si je comprends bien, il y a cette croyance qui s'est peut-être mise, ce sera à vérifier, que le fait de se disputer avec sa compagne sur son fils les a un peu sauvés. Enfin, je sais pas si vous entendez ce que je dis, si vous me suivez. Après, leur dispute avait l'air d'être assez répétitive avant, mais ce serait intéressant de vérifier, alors c'est pas nécessairement à la seconde, mais de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la protection qui va essayer de se mettre autour de ça, et du coup, il pourra plus s'autoriser à ne pas se disputer avec sa femme, à voir. Mais ce qui me perturbe le plus dans tout ça, c'est que là, on est à 15 minutes, alors 15 minutes de visionnage. J'ai l'impression que dans leur... c'est un peu comme si le temps des épisodes était accéléré, hein. Donc ça fait déjà plus que 15 minutes en vrai dans leur réalité à eux. Vous me suivez ou je raconte vraiment n'importe quoi? Elle sait toujours pas ce qu'elle fait en fait. Genre, enfin, pas en termes de A je fais ça, B je fais ça, mais genre, pourquoi t'es là? Est-ce que tu viens faire une analyse? Est-ce que tu fais une analyse de contrôle, même si moi je sais toujours pas ce que ça veut dire? Est-ce que tu fais de la supervision? Est-ce que t'es juste venu voir une pote pour parler? Est-ce que t'es venu t'excuser parce que t'as l'impression que t'es en faute? Est-ce que... Là, moi je comprends qu'elle l'aide pas parce qu'elle sait toujours pas dans quel cadre elle est en fait, mais ce qui m'étonne le plus c'est que elle cherche pas plus que ça à éclaircir ce cadre. À sa place, je serais hyper perturbée. Je ne saurais pas à quel niveau l'aider. Est-ce qu'il faut lui faire une thérapie parce qu'il est tout autant en état de choc que ses patients? Ou est-ce qu'il faut le superviser? Dans quel cas, peut-être que c'est pas à sa place à elle si elle était sa thérapeute? Pathétique, non? C'est Lisa qui m'a réveillé à 2h du matin en rentrant. Elle a mis 4 heures à revenir de Saint-Germain-des-Prés. Elle avait cherché à nous joindre toute la soirée. Elle m'a inondé d'injures, sa façon de me dire qu'elle avait eu très peur. Mais tu te rends compte? Pendant que notre ville était à feu et à sang, ma fille perdue dehors, mon fils aîné à 1000 kilomètres, moi je cuvais mon Armagnac après m'être disputé avec ma femme. Lorsque Lisa m'a réveillé la nuit des attentats, je me suis vraiment réveillé. C'est de ça dont je suis venu te parler. Je me suis enfermé trop longtemps dans mon petit monde et maintenant je réalise que c'est le grand monde qui est en train de s'effondrer sur nous. Mais toi, tu restes comme ça, sans rien dire? Pourquoi es-tu ici, Philippe? Mais pour te parler, bon sang, pour que tu m'aides à m'y retrouver. Pour que je t'aide à comprendre pourquoi le monde va mal. C'est pour ça que tu m'appelles alors que tu ne me parles plus depuis 12 ans? Je pense pas. Il doit forcément y avoir autre chose qui relève de ma compétence. Je t'interroge sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats. On prendra un verre ensemble après si tu veux et on parlera de ta vision du monde, mais là, je préférais qu'on revienne au vrai sujet. Ça y est, tu fais ta psy. Et oui, que veux-tu y faire? Parfois, je suis assailli de doutes. Ça peut paraître stupide, mais c'est tellement cohérent. Elle rentre de Strasbourg le mardi, plus tard qu'avant. Ou bien elle reste une nuit de plus pour des réunions pédagogiques. L'autre jour, je me suis surpris à aller sur le site de la faculté pour vérifier ses horaires de cours. Elle veut mettre ton fils chez les curés, mais c'est pas ça qui te fait peur. Tu as peur qu'elle ait quelqu'un d'autre. C'est peur. Puis je me raisonne.
Puis ça revient, puis je me re-raisonne, etc. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Pourquoi tu lui parles pas? Pas question, je vais me couvrir de ridicule. Ah, tu risques de perdre ta position surplombante. De redescendre au niveau de Charlotte parmi les simples mortels. J'aurais pas dû te parler de ça. En plus, tu connais Charlotte, tu n'as pas le recul nécessaire, sans parler du fait que tu projettes sur elle des querelles que tu as eues avec moi. C'est toi qui as envie de me rabaisser. Je te demande juste pourquoi tu veux pas parler à ta femme. Mais tu ne comprends rien, c'est pas juste que je veux pas parler à Ariane, c'est Charlotte. Qui est Ariane? C'est une de mes patientes, elle est chirurgienne. Transfert amoureux. C'est elle que tu as mentionnée en passant au début de notre entretien. Et? Cher Philippe, tu n'es pas n'importe qui. Tu es redoutablement intelligent et redoutablement affûté. Et comme tous les psys, tu te sers de tes connaissances pour échapper à la vérité. Donc chez toi, il y a ce que tu es venu dire, ce que tu es venu ne pas dire, et puis ce que tu es venu ne surtout pas dire. Depuis quand est-ce que ça dure avec cette Ariane? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle fait un transfert amoureux sur moi, c'est le b.a.-ba de la résistance. On va travailler dessus. Honnêtement, je sais pas ce que t'écris en ce moment sur ta pratique, mais il faudrait que tu révises les bases, hein. Il y a quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure. C'est quand tu as dit qu'il manquerait plus que tu fasses un enfant pour solder ta crise de la cinquantaine, et puis que juste avant de m'appeler, tu avais eu une prise de bec très forte avec un couple pour savoir s'ils devaient garder ou non leur futur enfant. Alors quand tu as dit Ariane à la place de Charlotte, c'est peut-être idiot, mais ça fait comme un court-circuit dans mon esprit. Cette Ariane ne serait-elle pas potentiellement une future jeune maman très attirante pour un homme en pleine crise de la cinquantaine? Bravo. Quel brio. Sauf que tout tombe à côté. Une démonstration parfaite d'interprétation sauvage, des signifiants pris ça et là. Ils n'ont pas envie d'arrêter de se battre, hein. Ça donne des coups de poing sur coups de poing. Il n'y en a aucun des deux qui va lâcher cette escalade symétrique, cette escalade je suis plus fort, je suis plus fort, je suis plus fort, je suis plus fort. Et ils se font juste mal en fait. Ce qui m'étonne aussi, c'est qu'elle lui demande jamais ce qu'il ressent, mais elle arrête pas par contre de lui dire elle ce que lui ressent. C'est pas je pense que je sens que tu vis. Non, c'est tu es en colère, il y a vraiment beaucoup de colère et maintenant c'est même à deux doigts de tu es amoureux ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, vu l'escalade symétrique dans laquelle ils sont pris tous les deux, là, je vois pas comment. Enfin, il faut qu'il y en ait un des deux qui lâche pour pouvoir aller là-dedans. Enfin, non, en fait, c'est elle qui doit lâcher. Parce que c'est elle la garante de ce cadre. Lui, il vient en qualité de demandeur. Donc, c'est elle qui est mise en position haute, mais il n'a pas l'air de l'accepter. Donc, il se bat contre ça. Donc il y a quelque chose de très paradoxal, bien sûr, hein, dans ce qu'il vient faire là. C'est super intéressant. Mais c'est à elle de pouvoir trouver un moyen de se détacher de ça. Sauf qu'elle n'y arrive pas, puisque elle est prise par rapport à des dettes. Et elle n'arrête pas de dire qu'il est en colère. On pourrait imaginer, on pourrait se dire, ben tiens, à quel point est-ce qu'elle n'est pas en colère contre lui, hein? De ne pas être venue à l'enterrement de son mari, de ne plus être là depuis 12 ans. J'ai même l'impression, j'allais dire, d'avoir fait un bébé dans son dos. L'enfant de 11 ans, là, elle avait l'air de le prendre très personnellement. Donc là, ben, pour moi, ils se font juste mal, en fait. C'est un... En fait, ça me rend triste, c'est un peu dommage. Et souvent... Enfin, on dit que la colère est une émotion secondaire et que souvent c'est une autre émotion qui est là derrière. On pourrait en parler plus longuement, mais je me demande à quel point ils sont pas tous les deux tristes en fait. Et moi j'aurais même envie de leur demander, mais alors bon, ce serait un tout autre cadre du coup, mais qu'est-ce que ce fameux Gaëtan aurait à dire et comment il se sentirait de se retrouver au milieu de deux, parce qu'ils sont, hein, moi je trouve qu'on sent sa présence depuis le début et c'est comme s'il était entre les deux. En tout cas, il est dans la pièce et ça pourrait être intéressant de venir chercher de ce côté-là. Là, liés entre eux selon la logique de ton fantasme. Et surtout, quel style?
Aucun sens de la ponctuation, aucun sens du tempo, de la forme, de l'interprétation. Le style de l'analyste, Esther, comme en parlait si bien Gaëtan. Une interprétation doit être une énigme, a dit Lacan, et c'est au patient de la déchiffrer, et non à l'analyste d'opérer une simplification grotesque de la parole. Ça, c'est un truc de charlatan. Et c'est pas moi qui suis en colère. C'est toi. Il vient de la traiter de charlatan. Mais alors casse-toi. Vous voyez ce qu'on a envie de répondre? On est dans de l'escalade. Mais il est complètement pris dans un paradoxe, là. Pourquoi tu viens lui demander de l'aide si tu... Enfin, si ce que tu renvoies à chaque fois qu'elle te dit quelque chose, c'est que c'est nul et c'est même pire que nul. C'est genre... Parce que charlatan, c'est carrément une espèce d'usurpation. Mais vous voyez, Gaëtan, il arrive. Hein. Tu n'as pas décoléré depuis 12 ans. Tu as remâché encore et encore tous tes vieux griefs en attendant le bon moment. Vous avez toujours fait ça avec Gaëtan. Utiliser la théorie pour régler vos comptes et asseoir votre pouvoir. Et je le savais en plus. C'est pour ça que je suis parti. Je me demande ce qui m'a pris de venir te voir. Oui, moi aussi, je me le demande. Mais contrairement à toi, je ne désespère pas de comprendre ce qui t'a amené. Je t'accorde que je reste très peu objectif sur certains aspects de notre relation passée. Mais je suis persuadée que ça n'épuise pas tout. Tu dois pas te servir de ça pour te défendre de ce que j'essaie de te faire entendre. Tu es venu ici me voir moi avec une motivation inconsciente qui a à voir avec ce qui se passe dans ton couple, mais aussi, je pense, dans ton cabinet avec cette jeune femme. Mon couple va très bien. Du moins, il va comme il peut aller dans cette période compliquée pour nous tous. Ma patiente, c'est ma patiente, je gère. Encore une fois, c'est pas ça le fond du problème. Je suis pas venu te voir pour ça. C'est toi qui tentes de me coincer là-dedans. Le fond du problème, tu le perçois toi-même, à avoir avec un sentiment d'inconfort qui prend naissance dans ton cabinet. Je reprends ta question très pertinente. Pourquoi moi? Pourquoi pas ton contrôleur? Tu n'as pas de contrôleur. Esther, écoute-moi. Je connais mon travail. C'est vrai, tu as raison, j'aurais dû reprendre un contrôle, mais tu veux savoir la vérité, ça va te faire plaisir. Cuvier et ses petits copains de l'association freudienne que j'ai rejoint, ils sont pas à la hauteur. Ce que je leur racontais leur passait au-dessus de la tête. Donc, depuis, je gère tout seul. Et je te garantis que si je ne me sentais pas Mais en tu peux mesure... pas rester comme ça. Sur cette règle-là, il est hors de question de transiger. Pour l'instant, dans l'urgence, il faudrait qu'on se... Alors, elle rappelle à l'ordre au niveau de la règle, comme quoi il faut un contrôleur. Donc, j'imagine que c'est leur terme pour dire superviseur. Enfin, c'est le terme. Moi, je dis superviseur, elle dit contrôleur. Donc, elle rappelle la règle. Maintenant, j'espère qu'elle va aussi après questionner sur qu'est-ce qui fait que il n'a pas de contrôleur depuis, du coup, 12 ans, j'imagine. Peut-être qu'il a essayé. Hein. Ce serait intéressant de voir s'il a essayé d'autres contrôleurs. Mais pour moi, c'est une question de... Salut Zoé, bienvenue. Pour moi, c'est une question de place et de légitimité et de loyauté de nouveau. Enfin, c'est une hypothèse. Comme je dis chaque fois, c'est une hypothèse. Si c'est pas pertinent, si ça parle pas, on jette à la poubelle, on passe à une autre hypothèse, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je me demande à quel point il n'était pas pris dans de la loyauté vis-à-vis de cette dame. Je sais même pas si on a dit son nom, tiens. Et le fameux Gaëtan, peut-être. Donc, mais en effet, il faut être supervisé, hein. C'est super important. Alors, je sais pas si en France, je sais que c'est beaucoup plus réglementé. En Belgique, c'est pas obligatoire pour les psychologues et les psychiatres, mais pourtant, c'est vraiment une règle implicite du coup, mais très très importante. Et personnellement, je me sentirais pas à l'aise d'aller chez un psychologue que je sais qu'il n'est pas supervisé. Mais parce que ça me rassure en fait de savoir que mon psy a lui-même un endroit où il peut aller réfléchir le travail qu'il fait avec moi s'il se sent bloqué. Je trouve que c'est très très sain. Mais c'est pas réglementé aussi fort chez nous qu'en France. Donc faut voir si pour les contrôleurs c'est aussi quelque chose de réglementé. Mais se voit au moins pendant quelques temps, une fois par semaine. Tu dois tirer ça au clair. Et puis on verra comment et avec qui tu peux reprendre un contrôle de façon régulière. Est-ce que nous sommes d'accord?
Ok. Cet horaire te convient? Il faut que je te demande une dernière chose. Excuse-moi d'y revenir, mais la dernière fois... Attendez, je sais pas, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que du coup ils vont reprendre le contrôle ensemble? C'est ça, il a dit cet horaire te convient. Genre, ils vont quand même se remettre dans ce cadre-là, alors que clairement ils ont des problèmes personnels l'un avec l'autre. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Et la deuxième chose, c'est, vous voyez ce qui vient de se passer? Genre, elle lui a dit, ok, c'est bon, on se voit à telle heure et tel machin. Ah oui, merci de confirmer, donc elle va bien le superviser. Donc ça, enfin, ils sont pris dans des trucs qui apparemment pour le moment les dépassent. J'espère qu'à un moment ils vont travailler dessus. Mais du coup, c'est un peu bancal de faire ça. Et je trouve que là, pour le coup, c'est la responsabilité de la superviseuse de dire écoute, je pense pas que ce soit à moi de faire ça. On est dans des difficultés personnelles qui prennent trop de place pour le moment. Pour le moment, va chez un de mes collègues. Et si à un moment on sent qu'on peut retravailler ensemble, peut-être on pourrait retravailler ensemble. Ça, on peut imaginer. Mais là, je trouve que c'est la responsabilité de la superviseuse, puisque c'est elle qui est garant du cadre ici. Et alors la deuxième chose que je voulais dire, c'est vous voyez, donc le gars il arrête pas de dire ah donc tu crois que je suis venu pour ça, ah donc tu crois que je suis venu pour ça. Et une fois qu'elle lui donne finalement ce qu'elle a cru comprendre qu'il voulait, il est prêt à partir. Et donc c'est que c'était pour ça qu'il était venu, mais il pouvait pas s'autoriser à le dire comme ça. C'est assez intéressant de garder ça en tête pour la suite. Une fois qu'on s'est vu, tu te souviens de quoi nous avons parlé? C'est-à-dire que ça fait 12 ans. Nous avons parlé de ton père. Tu m'as raconté la colère que tu avais ressentie le jour où tu as compris qu'il était parti avec une de ses patientes. Esther, combien de fois est-ce qu'il va falloir que je te répète que je maîtrise ce qui se passe dans mon cabinet? Mon père était neurochirurgien, ça n'a rien à voir avec l'éthique psychanalytique. Rien à voir avec ce que nous savons sur le transfert, ni comment on l'utilise dans la cure. Ariane est entre de bonnes mains, rassure-toi. Et c'est pas moi qui ai pris l'habitude de coucher avec mes patientes, c'est ton Gaëtan, ton mari, qui couchait notoirement avec ses jeunes et jolis collègues. Voilà. Je pense que c'est le parallèle que tu avais déjà en tête, consciemment ou non, il y a 12 ans, quand tu me parlais de ton père. Quand je pense que j'ai failli me laisser prendre au piège tout à l'heure, quand je t'ai dit que t'étais sublime, Il a dit qu'il avait une relation filiale avec le fameux Gaëtan. Et donc là, il fait un écho encore plus... Bon, je sais pas s'il est très conscient pour le moment, mais un lien encore plus clair par rapport à son propre père. Les psychanalystes vont appeler ça du transfert. C'est intéressant. Pour moi, ça montre encore plus que c'est peut-être pas elle de faire sa supervision. Maintenant... j'ai eu la sensation plutôt au premier regard de me trouver en face d'une vieille dame. Bon, je crois que... Il arrête pas de la clasher et elle dit rien. Alors je me demande ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Mais perso, j'aurais déjà dit, écoute, si ça te dérange, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Enfin, moi je t'accueille dans les limites quand même du respect. Et là, je me sens pas respectée, donc soit tu te calmes un petit peu sur les pics. Enfin, après avoir essayé le travail quand même, mais s'il continue, qu'il persiste là-dedans et que je sens que... Moi, je peux pas travailler si je suis pas confortable, donc si à un moment, il faut que je puisse le verbaliser, que je me sens pas confortable comme ça, que je peux imaginer que c'est pas nécessairement vers moi, en tant que moi, qu'il a envie d'attaquer, mais qu'il me prend comme support. Perso, je le travaillerai beaucoup plus tôt. Peut-être elle se dit qu'elle va le travailler avant. Et si c'est vraiment intenable, je pense qu'elle peut mettre sa limite. Et mettre sa limite ne va pas l'empêcher de travailler. Au contraire, elle va pouvoir mieux travailler. On va peut-être en rester là. Inutile de s'acharner. Je pense que nous savons désormais que c'était une mauvaise idée. Oui.
Philippe, je pense vraiment que tu devrais parler avec Charlotte. Et je suis persuadée que ça vous ferait du bien de crever cet abcès. Et je continue de penser qu'il faut aussi que tu trouves quelqu'un pour parler de ta pratique. C'est important. Il le faut. Je verrai. Dans tous les cas, si tu as le moindre doute ou la moindre question, je suis là, n'hésite pas. Je comprends. J'apprécie. Mais si j'étais toi, je compterais pas trop dessus. Comme tu veux. Au revoir, Philippe. Au revoir, Esther. D'autant plus si elle avait décidé, c'était vraiment pas clair je trouve jusqu'à la dernière seconde, mais si elle avait décidé de pas faire sa supervision, moi d'autant plus, écoute, arrête de m'agresser quoi. Mais bon après elle le taclait aussi donc c'est le truc dans lequel ils étaient pris qui se manifestait. Mais j'ai envie de vous inviter à vous connecter à la sensation physique que vous avez au moment où elle referme cette porte-là. Moi, j'ai vraiment un truc genre, je suis tendue ici au niveau de la mâchoire, j'ai une boule au niveau de la poitrine, je suis là genre, je me sens mal à l'aise, je suis pas bien, on sent la tension, ça donne pas envie, Donc, on va se détendre là. Ok, ça c'était pour le premier épisode de la soirée, donc pour l'épisode 5. Je vais pas tergiverser, je passe directement à l'épisode 6, j'ai juste coupé l'enregistrement. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez aimé? Est-ce que ça a résonné pour vous? Vous n'hésitez pas, vous me le dites. Hein.